Bonjour petits écrans lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'ai pas fait beaucoup sur la chaîne et que je compte faire un petit peu plus parce que j'aimerais bien aller aussi vers d'autres formats que le livre prochainement, même si le livre va être l'essentiel de la chaîne, j'aimerais bien parler de l'imaginaire par d'autres biais de temps en temps. Et je me suis dit, quoi de mieux pour moi de l'imaginaire, vous proposer des films ou des séries qui sont inspirés de livres d'imaginaire. Alors j'ai eu du mal, je vais pas vous parler du Seigneur des Anneaux qui pour moi pas la seule bonne adaptation de livre, mais qui est une des seules notables, remarquables. Voilà, il y a beaucoup de films de fantasy, il y en a pas tant que ça qui sont adaptés d'un support, on va dire livresque à la base. Parfois ce sont des livres qui projettent des produits dérivés comme Dark Crystal par exemple. Je vous conseille absolument le film et la série Netflix qui est surtout la série un chef-d'œuvre selon moi. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années, mais surtout il y a eu des livres qui ont été faits à la suite. Dark Crystal, dans le film on va suivre donc des créatures qui vont essayer de lutter et notamment détruire celles qui ont décimé un peu tous les peuples. Il y a une histoire de cristaux qui donne une sorte d'immortalité à certains types de créatures. C'est un film qui est animé avec des marionnettes. Voilà, moi j'aime beaucoup le style et Dark Crystal est un très beau film, mais surtout la série est hallucinante de beauté, les messages et tout, c'est absolument génial. Après je voulais aussi vous parler d'un film par exemple comme Willow. Alors Willow, d'après mes souvenirs, Willow n'est pas adapté d'un livre, Willow c'est une histoire de beaucoup de gens ont grandi avec dans les années 80-90. C'est l'histoire donc d'un petit être qui va du jour au lendemain se retrouver avec un bébé humain sur les bras. Il faut savoir que dans son monde, il y a une femme en place, une reine en place qui décide de tuer tous les enfants qui sont marqués, les petites filles il me semble, et cette petite fille va être sauvée au dernier moment et le but de Willow c'est de la garder en vie et surtout il va être accompagné de compagnons de différentes races et tout, et un peu renverser le destin et chasser cette reine. Willow, alors c'est un film qui a assez vieilli, voilà, parce que c'est un film qui date, les effets spéciaux peuvent prêter à sourire maintenant, mais pour les enfants c'est une super histoire à raconter, c'est typique d'une histoire de fantasy qui marche bien, et voilà, il y a ce genre d'adaptation. J'aurais très bien pu vous parler du Witcher, j'aurais pu vous parler de Game of Thrones, j'aurais pu vous parler de Tolkien et ses adaptations, mais je pense que le plus intéressant c'est de vous parler des choses peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et je vais vous présenter des séries qui ne sont pas toujours de qualité. Voilà, je vais vous présenter ce que moi je vous conseille à voir parfois de manière humoristique, et on va commencer tout de suite. Je pense que je vais commencer par le film qui fait du bien. C'est un film je trouve intéressant parce que c'est une bonne adaptation selon moi et que c'est assez nouveau. Je pense qu'il fallait que je vous parle de Dune quand même parce que Dune le film je l'ai vu il y a à peu près une semaine et j'ai beaucoup aimé mon visionnage sachant que j'avais même pas fait gaffe que c'était une première partie, et c'est vrai qu'au bout de la moitié du film je me suis dit ils vont faire comment pour adapter tout ça, mais voilà, c'est une première partie qui adapte, je dirais, la moitié, premier tiers du livre. Donc Dune, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, il pose des questions religieuses, politiques, les complots. Dune c'est vraiment un très bon récit, il faut dire que c'est un peu un chef-d'œuvre le tome 1, et j'avais juste souligné, je crois, une froideur des personnages et des sauts dans le temps qui peuvent être un petit peu on va dire frustrant parce qu'on avait envie de savoir la suite. Je suis donc allée voir l'adaptation de Denis Villeneuve. Il faut savoir que celle de David Lynch, j'avais vu que les scènes, alors soit je l'ai vu très jeune et j'ai pas de souvenir parce que j'ai des flashs de ce film, mais vraiment des flashs, donc j'ai dû le voir quand j'étais petite, mais je sais que je l'ai revu il y a pas très longtemps. J'ai surtout vu la scène de fin de Dune parce que j'avais envie de voir comment elle avait été adaptée, parce que c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué dans le livre, et donc je n'ai aucun avis à donner sur le film de Lynch parce que je n'ai pas de souvenir particulièrement, et j'ai pas forcément très envie de le voir actuellement pour tout vous dire. Donc je suis allée voir celui de Denis Villeneuve et j'étais assez soufflée parce que pour ma part je trouve que c'est une adaptation qui est réussie. Alors moi je pars du principe qu'une adaptation ne doit pas être le copier-coller d'une œuvre. Adapter c'est adapter. On fait des transformations pour s'adapter au public, à la forme cinématographique, et pour voilà, parfois il faut être moins complexe, ça dépend de laquelle cible tu t'adresses. Et c'est vrai que Dune, j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a certains trucs dans le livre que j'aurais préféré voir d'une autre manière illustrée, mais déjà j'étais soufflée je pense, et comme beaucoup de gens,
par l'esthétique du film. Alors c'est magnifique, il n'y a pas de mots à dire. Moi j'étais vraiment dans la contemplation, j'aime beaucoup ce genre de manière de filmer, notamment la dernière scène de Paul, vous voyez si vous avez vu le film, avec les mains qui lui touchent l'épaule. Bref, voilà, j'ai été assez soufflée par le jeu des acteurs aussi, j'ai trouvé que les acteurs étaient super bons dans ce qu'ils étaient. Je trouve que Timothée fait un bon rôle de Paul, il arrive à installer cette distance qui est déjà présente dans le récit. Faut dire que d'une, les personnages sont très froids, même s'il y a des relations entre eux, c'est des relations qui sont très froides, et pour ma part je pense que c'est une volonté de l'auteur pour un peu appuyer le fait que Paul est vu comme un messie dans son monde. Je parle de Dune, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, c'est l'histoire de Paul qui est le fils, on va dire, d'un noble, et qui va être envoyé sur une planète avec ses parents pour régir une planète qui possède en son sein l'épice. C'est la denrée numéro 1 de ce monde, et ils vont devoir un peu se débrouiller face à ce qui a été laissé par un premier peuple tyrannique qui est en guerre avec les Fremen, et donc voilà, c'est le peuple autochtone de la planète. Et Dune, faut dire ce qui est, au-delà de l'apparence, alors moi c'est tellement subjectif de dire ça, mais j'ai été soufflée par la musique, notamment moi je suis pas allée le voir en IMAX ou ce genre de truc, je suis allée voir en ciné normal, pas 3D, rien du tout, et j'ai trouvé la musique assez ouf, et ce dès le début, elle rythme bien, il y a vraiment des transitions entre deux, à un moment il y a un air de cornemuse, j'étais dans mon fauteuil comme ça et je me suis dit oh c'est pas possible, j'étais enjaillée par la musique, il y a vraiment la mélodie est très très bien, la scène de fin est très épique, la musique sert bien le récit, j'ai été pas mal marquée, il faut que je l'écoute, là ça me fait envie de la réécouter, il faut que je regarde si elle est en ligne actuellement, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans le film. J'ai trouvé aussi que c'était une bonne adaptation parce qu'on retrouve les thématiques principales de Dune, que ce soit les thématiques religieuses, que ce soit le côté un peu magie, on va dire, de Dune d'une certaine manière, ou du moins technologique, les complots, voilà, le seul petit bémol c'est que je trouve que le récit est beaucoup plus simpliste dans le film, mais ça c'est une adaptation, on peut pas rendre un roman hyper complexe qui est réputé en plus comme inadaptable. Donc pour le coup ça c'était vachement cool, j'ai rien à dire en fait sur l'histoire, on va dire, c'est bien qu'il y ait un découpage en deux parties, Dune ne serait pas adaptable sinon, ça prend son temps, ça explique bien, pour avoir des gens qui n'avaient jamais lu les livres, ils ont adoré le film, voilà, par l'ambiance et tout, donc ça c'est réussi. Moi en tant que lectrice, j'ai peut-être des petits bémols parce que même si j'ai passé un super moment de cinéma, il y a quelques petites choses qui m'ont gênée, notamment le fait que la planète Dune, même si esthétiquement les verts et tout c'est génialissime, il y a un truc qui fait qu'on ressent pas tellement le danger, notamment dans le livre, il y a toute la question de l'eau, voilà, il y a des petits manquements dans le film qui sont pas super bien expliqués, mais la question de l'eau est primordiale, et les personnages ne se suent presque pas, on t'explique un peu tout, mais ça va assez vite, et on n'a pas le danger du genre de crever de soif, d'être voilà, attaqué par le soleil, ce genre de choses, d'être bouffé aussi, parce que sur Dune tu peux aussi être bouffé, ou attaqué par les Fremen, bref, il y a plein de choses, donc il y a ce côté danger de la planète qui est très très bien filmé, mais qui n'est pas, voilà, j'ai pas ressenti le malaise qu'on peut avoir sur Dune dans le livre, je trouve parfois. Et sur ce que je vais regretter, c'est aussi un point positif du film, c'est l'image trop lisse. C'est-à-dire que c'est vrai que les costumes sont tellement beaux, mais t'as l'impression qu'ils font un défilé Dior sur le sable, tellement ils sont bien sapés. Moi j'avais une image un peu plus sale de Dune, mais ça correspond vraiment à l'esthétique du film. Notamment le seul bémol, et je pense que ça aurait pu être fait dans une imagerie plus lisse, en contraste, mais les Arconiens, les Arconènes, je sais plus comment ils s'appellent, les méchants, on va dire, de l'histoire, de ce tome 1, moi dans le livre j'avais le souvenir que c'était hyper, alors j'allais dire pâteux, gluant et tout, qu'il y avait un côté hyper, tu vois, sale et tout, genre ils sont putrides, il y avait un côté qui me mettait très très mal à l'aise, et en fait même les méchants sont pas si affreux que ça, ils sont pas si dégoûtants, donc on ressent pas en fait l'espèce de peur et dégoût. Moi dans Dune j'avais été très très dégoûtée, je sais plus pourquoi, mais des méchants m'avaient mis très très mal à l'aise, donc voilà, il y a ce côté d'imagerie où Dune c'est un peu plus sale quoi, dans le livre, et donc c'est la vision de l'auteur, mais c'est vrai que c'est très très lisse et parfois ça l'est un petit peu trop malheureusement pour rendre vraiment l'image du livre et l'ambiance et même l'effroi vu comme un film qui peut être accessible à peu près à tout le monde, c'est-à-dire que c'est tragique et cruel c'est assez violent aussi, et là tout ce qui est violence et tout c'est
on va dire, on voit pas beaucoup de sang, c'est quand même assez caché d'une certaine manière, très beau, mais l'esthétique parfois dessert un peu le contenu, voilà, au niveau de la violence et tout, mais ça je pense que c'est aussi le fait que Dune doit être un film qui se vend, et donc doit être quand même le plus tout public qui soit. C'était mon avis sur Dune, mais je vous conseille déjà le visionnage du film, le dernier, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas apprécié, vous savez le cinéma, moi je suis pas critique cinéma, mais c'est quand même quelque chose d'affaire du subjectif comme la littérature, mais je trouve encore plus parce qu'on a l'image qui nous est imposée. Après on va passer à des adaptations qui sont un petit peu plus compliquées parfois. Je vous ai pris un peu tout de l'imaginaire, comme je vous dis, c'est pas le but de vous parler du Witcher, des grosses séries qui fonctionnent, La Roue du Temps qui va sortir, Le Seigneur des Anneaux, du moins l'univers de Tolkien qui va sortir en 2022, c'est pas le but en fait de vous parler de toutes ces séries qui sont bien et qui sont super importantes, parce que avec le Witcher, j'ai l'impression qu'avec le succès que ça a eu sur Netflix et Game of Thrones qu'il y a eu autrement, il y a une volonté des plateformes, notamment de streaming, de se mettre à la fantasy adulte. Enfin, merci. Donc là, je vais pas vous présenter tellement de fantasy adulte parce que je trouve qu'en adaptation, ça a toujours été très infantilisé, ou du moins ça n'a pas été le but, et c'est cool, on a hâte de voir ça. De Arthur et les Minimoys, donc chez Intervista Manitoba, je pense que c'est un groupe qui appartient à Luc Besson, je ne sais pas, donc d'après le film de Luc Besson, du moins ça a donné un film. Je vous parle en fait des livres parce que je sais plus si le premier était sorti avant, mais les suites, donc il y en a 4 ou 5 il me semble, on les avait vus avant, les histoires on les connaissait avant. Arthur et les Minimoys, vous pouvez le voir à l'état de mon livre, c'est un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, parce que est-ce qu'il nous donne la date de publication pour vous situer en fait l'âge où je l'ai lu, parce que je l'ai lu quand c'est sorti. J'ai lu ça quand j'avais 8 ans, tu vois, donc c'est un des livres avec Harry Potter à l'époque que je commençais vraiment à lire. Alors Arthur et les Minimoys, c'est l'histoire de Arthur, donc qui a une relation un petit peu compliquée avec ses parents, dont le grand-père a disparu. Voilà, avec sa grand-mère, ils vivent un peu dans la campagne et tout, et le grand-père qu'il adorait disparaît du jour au lendemain, donc il passe ses vacances chez sa grand-mère depuis des années, et lui ça lui fait un souffle parce que c'est compliqué avec ses parents. Et en fait un jour, il va retrouver des indices de son grand-père qui lui dit qu'il n'est pas mort, et qu'il a simplement rétréci et qu'il est dans le jardin. Voilà. Donc Arthur va découvrir le peuple des Minimoys, qui moi à l'époque, même si Arthur et les Minimoys c'est quelque chose de très enfantin, j'avais adoré en étant enfant, c'est un univers que j'aime beaucoup, voilà, j'aimais beaucoup les histoires aussi, parce que c'est très simple, ça se lit très bien, mais c'est adapté quand t'as 8 ans quoi, donc pour le coup, je sais pas si en tant qu'adulte tu trouverais ton compte dans la lecture, mais j'avais trouvé l'adaptation à l'époque, moi je trouvais que c'était quand même assez beau esthétiquement parlant, il y avait des effets spéciaux, il y avait Mylène Farmer qui faisait la voix de la princesse, moi j'étais hyper fan de la princesse, et de c'était Betamesh il me semble, son petit frère, vous savez que ça m'a quand même marqué, mais c'est des films que j'ai regardés pendant toute mon enfance, ça fait peut-être maintenant 10 ans que j'ai pas regardé Arthur et les Minimoys, mais pour le coup c'est des choses qui m'ont beaucoup plu, qui étaient bien adaptées, mais je pense que vraiment c'était copié-collé on va dire à l'univers, et pour les gosses il n'y a rien de mieux, parce que bah, y a de l'aventure, il y a de l'amour, on voyage, ça parle aussi, alors je dirais pas d'écologie, mais en fait un petit peu quand même, parce que il y a toute une dénonciation du fait de la destruction de la nature sous-jacente, et voilà, c'est vraiment le peuple des Minimoys qui vit dans son herbe et tout. Moi j'avais adoré en étant gosse, donc voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que on voit plus trop Arthur et les Minimoys. Alors peut-être qu'il y avait des choses qui sont plus très 2021 dans le texte, je ne me souviens absolument pas, mais pour le coup pour les gosses c'était super sympa, et même pour genre les films à l'époque étaient quand même de bonne facture. Alors on aime ou on n'aime pas Luc Besson, mais pour le coup au moins les deux premiers je les avais appréciés, je sais pas s'ils ont adapté jusqu'à la fin pour tout vous dire, mais c'était des films qui m'avaient beaucoup marqué, notamment par l'esthétique et l'univers, et c'était des créatures qui rappelaient un peu les petits elfes et les petites gnomes de jardin quoi, donc c'était cool. Ensuite je vais vous parler d'une série de young adultes que j'ai beaucoup aimé en étant ado. Alors le film, c'est plus compliqué, ça dépend dans le contexte que tu le regardes, je vais t'expliquer, mais je vous parle de Vampire Academy de Richard Mead chez Castelmore. C'est une histoire donc de Rose qui est une vampire. Son rôle dans la vie c'est de protéger son amie Lisa qui est une vampire de rang supérieur. Lisa est une héritière. Elles ont fui le lycée dans lequel elles se trouvaient pour une raison et vont être attaquées par les Strigoi qui sont les méchants de cette histoire, les vampires un peu transformés, oui parce qu'il y a des vampires cool et des vampires un peu
moins cool, et elles vont être rapatriées de force dans ce lycée, et ce qui va se passer dans le lycée, c'est que Rose et surtout Lisa elle va se retrouver en fait harcelée de manière vampiresque, c'est-à-dire qu'on assassine des choses sur ses murs et on lui dit d'aller mourir. Voilà, donc il y a toute une enquête un petit peu avec de grands guillemets, mais c'est un truc pour adolescents, et pour le coup moi ado j'avais beaucoup aimé parce que c'était dans la mouvance de Twilight mais en beaucoup plus drôle, voilà, parce que Rose a un sacré caractère, en un peu plus on va dire fantasy, parce que là on est vraiment avec des vampires avec une construction. Au fil des tomes on essaye de découvrir un peu l'histoire de ces différents clans, il y a de l'action, il y a des trahisons, bref, tout fonctionnait, j'aime bien l'histoire d'amour, et ils ont fait une adaptation qui doit avoir le même nom, qui est clairement un teen movie, c'est-à-dire que c'est pas forcément une très très bonne adaptation, avec une actrice qui est quand même connue, hein, celle qui joue Rose, et voilà, c'est typiquement le même genre d'adaptation que Orgueil, Préjugés et Zombies, c'est-à-dire qu'on fait des trucs, des films à délire, c'est-à-dire que là c'est typiquement pour les ados, c'est mal joué, c'est assez... alors il y a des scènes qui sont bien assez calquées, il y a des moments c'est drôle mais ça reprend le film, mais pour le coup on va pas assez dans l'histoire, dans le contexte et tout. Et ça donne un teen movie que tu regardes le soir de déprime, ou que tu regardes peut-être quand tu es un peu alcoolisé, si certains s'alcoolisent, voilà. Mais pour le coup, c'est ce genre de film qui plaît quand on aime les films teen movie, de toute cette mouvance-là des années 2000. Ah, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour le coup, c'est pas non plus, je trouve. Alors, ça peut être vu comme une dope si t'aimes beaucoup le cinéma et tout, mais ça se laisse regarder, et pour ma part, j'avais plutôt bien apprécié l'adaptation, même si on était loin de mon avis sur le livre, et qu'il y a des moments où j'étais en mode ouais, ça s'adresse vraiment aux ados, ça a au moins le mérite d'exister, il n'y a pas eu de suite. Je pense que c'est une saga qui va peut-être renaître de ses cendres, comme beaucoup de sagas en ce moment, voilà, comme Shadowhunter, que je vous ai pas présenté, mais Shadowhunter, donc comment ça s'appelle en français, parce que je les ai lus en anglais. Bref, cette série-là, il y a eu un premier film qui n'a pas fonctionné au box-office alors que le film était bien. Moi j'ai trouvé que le film était une bonne adaptation, et ils ont fait une série alors que moi je trouve un peu moins sympa que... du moins le casting est moins sympa que celui des films. Et voilà, donc la série a plus fonctionné, mais c'est plus mon délire quoi. Mais pour le coup, peut-être qu'elle renaîtra de ses cendres, et je l'espère, parce que pour les ados, c'est plutôt cool. Après, il faut absolument que je parle de cette adaptation. Parce qu'en fantasy, nous avons une particularité, je pense, dans les adaptations. J'appelle ça les adaptations sci-fi, mais c'était même pas distribué. Je sais même pas si c'est Sci-Fi qui avait les droits, mais c'était digne d'être sur Sci-Fi l'après-midi. Donc je vous parle de l'épée de vérité. Alors vous connaissez peut-être l'épée de vérité, voilà, ce chef-d'œuvre, du moins ce livre très connu de fantasy, avec un auteur qui a une opinion de lui-même, où on suit Richard, qui est un vieux peupleux, du genre un jeune peupleux plutôt, dans sa campagne, qui va devenir le sourcier. Avec l'aide du magicien Z, il va essayer de détrôner le tyran qui est sur place. Faut savoir que dans ce monde-là, il y a une grande barrière magique qui sépare deux parties du continent, et l'histoire débute où il rencontre Callan, l'inquisitrice. C'est une femme qui, dès qu'elle te touche, peut te contrôler totalement, elle peut te dire de te suicider, le truc horrible, qui a beaucoup de pouvoir, et ils vont voilà essayer de renverser Drakenral, le grand méchant de ce tome 1. Et donc, il y a l'épée de vérité. Vous connaissez mon avis sur l'épée de vérité, c'est une série que je traîne depuis des années, plus de 10 ans maintenant, et qui souffre de grands défauts, notamment qui souffre du fait que c'est extrêmement sexiste, que ça banalise les violences de tout genre, notamment les violences faites aux femmes, et surtout qu'il y a des morales très particulières aux volontés de l'auteur. Et Richard est insupportable depuis le début, mais là les autres personnages deviennent totalement insupportables, mais Richard est un cas particulier, un cas d'école dans les personnages. Et il y a une autre chose qui existe, et je pense que celle-ci, au moins, elle fait rire, parce que bon, l'épée de vérité, tu rigoles pas toujours quand tu vois le fond du livre. Je vous parle de The Legend of Seeker. Alors, cette adaptation est passée, alors, de mon jeune temps, sur, alors ça devait être Énergie 12, un truc comme ça, qui passait souvent. Et c'est typiquement l'adaptation nanaresque de l'épée de vérité, c'est-à-dire qu'on prend le même pitch de départ, Callan, Richard, combattre, voilà, les méchants et tout, et là, ça part dans des délires de combat vraiment mal chorégraphiés, de jeux d'acteurs dignes d'une grande série B. Vraiment, on a des délires avec Richard, mais même les tenues, les costumes, alors même si c'est vrai que dans l'épée de vérité, il y a toute une inspiration un peu dans la souffrance, douleur, SM, ils ont pris au pied de la lettre la description, ils ont pris au pied de la lettre dans l'adaptation la description SM. Hein. C'est vrai que les femmes qui sont dans cet ordre
ordre, ça fait très donjon voilà, dans l'affichage du film, mais il faut savoir que cette série part dans n'importe quoi et franchement c'est à voir pour rire. Si tu aimes les séries un peu nulles de nanar, Legend of the Seeker c'est voilà, une petite cerise sur un gâteau, mais c'est vrai que je passais vraiment beaucoup de temps à rire. Ça me fait penser un peu à Hercule et Xena, vous savez, de l'époque. Bah là c'est un peu plus ça, mais le problème c'est que ça se prend au sérieux, et c'est ça qui est d'autant plus drôle parce que ça se prend au sérieux et t'es en mode oula, comment on peut faire encore moins bien que ça? je ne sais pas. Voilà, bah ils ont réussi. Mais pour le coup, c'est une série qui a dû adapter, je pense, les 2, 3, voire peut-être les 4 premières saisons, parce que il me semblait qu'il y avait quand même pas mal d'épisodes, mais qui a su marquer sa génération et qui a su traumatiser aussi beaucoup de téléspectateurs. Mais oui, Richard, tu sais, dans le livre, on te décrit comme Richard, c'est un beau gosse, et après tu te dis... La réalité est si différente. Voilà, il y a plein de choses, hein. Le choix des acteurs, le jeu d'acteurs, même les paysages et tout. C'est loin du Seigneur des Anneaux, hein. On va quitter les coups de cravache qui étaient diffusés à heure de grande écoute. On va parler de 2 séries. Alors là c'est de la beat-lit. J'ai l'impression que c'est des genres qui sont beaucoup plus faciles à adapter. Et bizarrement, il y a des séries de beat-lit beaucoup plus connues qui n'ont pas connu d'adaptation, et je trouve ça un peu... Alors peut-être que c'est des questions de budget. Donc je vous parle de Femmes de l'Outre-Monde de Kelly Armstrong. Alors ça a été adapté avec un tout autre titre. C'est la série Beaten. Alors il doit y avoir 2 saisons à Beaten. Alors Beaten, c'est, je vais peut-être déjà vous parler des Femmes de l'Outre-Monde. Moi c'est une série que j'aimais beaucoup, j'ai arrêté parce que ça c'est, je suis au tome 8 ou 9, ça s'est essoufflé avec le temps, mais le parti pris était de changer presque de personnage tous les 3-4 tomes, donc on suit pas que le premier personnage que je vous présente. Donc je crois qu'elle s'appelle Elena, il me semble, ouais elle s'appelle Elena. Et Elena en fait c'est une louve-garou, c'est la seule de son espèce, c'est la seule femme qui a réussi à survivre à la transformation et qui par un concours de circonstances va devoir retourner dans la meute, voilà, ou du moins rejoindre la meute de celui qui l'a transformée pour chasser des déviants, c'est-à-dire c'est des loups-garous qui ne respectent pas du tout le fait de se cacher, voilà, des humains et tout, qui dévorent, qui détruisent et tout, et il y a toujours voilà, ce côté Pâques qui est présente, voilà, avec une histoire d'amour, qui m'avait beaucoup plu quand j'étais ado, et donc Beaten réadapte toute la partie avec Elena, voilà, parce qu'il faut savoir qu'après il y a Paige, que j'ai beaucoup aimé avec les sorcelleries, il y a d'autres personnages, mais la série a pris ce parti pris. Alors c'est une série qui souffre un peu de son budget, voilà, les loups sont plutôt, alors dans mes souvenirs c'était pas si moche que ça, mais on prend les grandes lignes narratives du récit et on étire le tome 1 sur une saison, voilà, en ajoutant des informations, en tirant les lignes et tout. C'était pas ouf comme adaptation, pour tout vous dire, c'est vraiment le genre de série qui me ferait penser, j'irais pas à Charmed ou ce genre de choses, mais ouais, tu vois, Buffy, Charmed, ce genre de série là, c'est vraiment un bébé de ce genre de série là, alors qu'il n'y a peut-être pas les qualités de ces 2 séries, mais pour le coup qui est assez agréable à suivre parce qu'ils ont repris l'histoire qui est plutôt intéressante, et je pense que ça s'est arrêté parce que la saison 2 était quand même moins bien. Et si t'es fan de Beat-Lit, si t'as envie un peu de te plonger dans la série avant d'entamer les livres qui sont pour moi de meilleure facture, même si je te conseille de lire en fait le cycle sur Elena et le cycle sur Paige, après ça a beaucoup moins d'intérêt, mais ce qui est toujours étonnant c'est que j'ai jamais compris pourquoi ils avaient adapté Femmes d'Outre-Monde et qu'ils n'avaient pas adapté Mercy Thompson ou Patricia Briggs, vous savez, la chasseuse de la nuit, donc voilà, qui sont des séries qui pour moi sont beaucoup plus importantes et intéressantes, mais voilà, ça a le mérite d'exister pour les fans. C'est le genre de série qui n'existe pas beaucoup, moi qui j'ai pas beaucoup d'exemples, en même temps c'est pas le genre de série que je regarde habituellement, mais voilà, comme je vous dis, c'est pas un chef-d'œuvre loin de là, c'est assez décevant aussi dans le casting des acteurs et tout, mais ça c'est typique des séries à petit budget et tout. C'était passé sur Stars il me semble à l'époque, et voilà, donc c'était toujours à noter. J'ai l'impression de vous présenter pas forcément du grand qualité, mais c'est le but aussi, c'est de présenter un peu ce qui se monte, c'est-à-dire des séries toujours un peu à petit budget, ou qui n'ont pas forcément lu les livres, hein, l'épée de vérité, je suis pas sûre que ce soit des fans de Terry Goodkind qui ont adapté l'univers, ou je sais pas, ils étaient sous emprise de choses quand ils l'ont adapté, mais je vous parle de la seule série que moi j'ai vu que la première saison, il faut que je regarde la seconde. Je parle donc Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lu aussi vers mes 17-18 ans il me semble.
Et c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est dans la ligne de la Big Lit, mais c'est la Big Lit plus selon moi. C'est plutôt de la romance paranormale poussée. Ensuite Diana. Diana en fait c'est les Bishop, vous savez, dans les procès de sorcellerie à Salem, c'est une des familles qui a été donc accusée de sorcellerie, et donc c'est une des descendantes qui est une sorcière qui a vraiment pas beaucoup de pouvoir, elle est pas très douée avec sa magie, qui est donc étudiante, professeure à Oxford, elle cherche un poste en place où elle fait sa thèse, je ne sais plus, mais elle est dans ces recherches-là. Elle a un sujet particulier de thèse, et lors de ses recherches en thèse, elle va tomber sur un livre particulier qui s'est présenté à elle, et ce jour-là, il y a un vampire du nom de Matthew qui vient la voir en lui disant qu'elle est en grand danger, parce que le livre est entré en elle, et c'est le livre perdu des sortilèges, le livre qui explique l'existence des vampires, des sorcières et des démons, qui sont les trois grandes races dans, dans cet univers, et Diana est au centre de toutes ces choses. Et ce qui est hyper intéressant dans ce livre, j'aime beaucoup ces romans-là, c'est que pour le coup c'est scientifiquement recherché, c'est bien écrit, il y a vraiment une recherche du vampire, que ce soit au niveau historique, les histoires sont super bien construites, il y a une ambiance un peu gothique hyper agréable, vraiment c'est très particulier, je trouve que c'est très bien écrit. C'est un livre, tu vois, qui a eu le prix des lecteurs, c'est un livre qui peut être vendu en fait au-delà, je pense que la cible peut toucher au-delà des gens qui lisent de la fantasy, voilà, parce qu'il y a un côté très réaliste, très contemporain dans la façon dont c'est fait. Pour tout vous dire, Matthew est un vampire qui fait des recherches, alors il me semble que lui il est professeur sur les loups et le sang et tout ça, il y a toute une recherche là-dessus. Le tome 2 est oufissime, il y a du voyage dans le temps qui est hyper cool. Et on les suit, le couple fonctionne bien, les personnages secondaires sont hyper cool, l'univers, le réalisme et le côté très adulte en fait d'une certaine manière, c'est pas du tout de la young adulte, hein, c'est vraiment un truc adulte, et c'est pour ça que j'avais apprécié. A eu donc une série qui s'appelle, il me semble, Discovery of Witches, qui est donc une série aussi publiée par Starz, il me semble. Je crois que Starz, c'est vraiment eux qui font plein de trucs sur ce genre de thématique, qui est vraiment plutôt bien, alors qui n'a pas la hauteur du livre comme beaucoup d'adaptations, mais qui est une bonne série, notamment par le choix des acteurs. Moi je trouve, alors Matthew est un peu moins du genre baraque que dans le livre, mais l'acteur fonctionne super bien, il est connu cet acteur, il a joué dans Downton Abbey, il a joué dans plein de séries, et le personnage d'Elena est super cool aussi. C'est une bonne adaptation qui traite des thématiques bien, c'est sérieux, il y a pas, voilà, ça prend le ton du livre aussi, et ça c'est cool. Les décors sont magnifiques, c'est tourné à Oxford et tout, la magie est plutôt bien réalisée, les effets spéciaux sont quand même plutôt bien réussis pour une série, et vraiment, si vous avez lu le livre perdu du sortilège, n'hésitez pas à regarder la série parce qu'elle est cool, et au contraire, n'hésitez pas à lire le livre qui pour le coup va creuser beaucoup plus. Faut savoir que cette trilogie est super bien, moi j'avais lu d'autres choses qui étaient sorties après de l'auteur, c'était un peu moins cool quand même, je vais m'avoir décevant, voilà. Mais vraiment j'ai hâte de regarder cette saison 2, il faut que je vois où elle est disponible sur une plateforme de streaming. Freya est en train de hurler à la mort pour sortir dehors, c'est notre combat quotidien en ce moment. Comme je vous le répète souvent sur la chaîne, l'imaginaire est un média qui est mal vu, qui, je trouve, on est récemment dans une transformation du genre, notamment dans le transmédia, c'est-à-dire l'adaptation dans d'autres médias, où on a une prise de connaissance, notamment du public qui n'est pas habitué à lire, de ce genre, voilà, de l'imaginaire, et notamment, c'est beaucoup de la fantasy, même s'il y a des grandes adaptations de textes de science-fiction, comme on a vu, il y a aussi Asimov Fondation, je crois qu'il y a une série qui va sortir, donc voilà, il y a eu des volontés, des tentatives, il y a eu, voilà, des volontés, sauf qu'il y avait souvent pas de budget. Souvent les réalisateurs et tout n'étaient pas, je pense, des lecteurs ou des amateurs de fantasy ou d'imaginaire, ça se voit dans la façon dont ils exploitent le genre en général, et surtout il n'y avait pas forcément la réception du public, ça n'a pas toujours été des séries qui ont fonctionné, mais voilà, c'est comme The Witcher, que je vous sors ici. The Witcher, la première saison était compliqué d'adaptation parce qu'ils ont fait le choix d'adapter les nouvelles, ce qui est très bien pour voilà, un peu plus former l'univers, mais c'est une série qui est assez brouillon et qui est aussi surtout qui manque de budget dans la première saison. D'après les images qu'on a pu voir, il y a le teaser qui est sorti il y a peu, les effets numériques ont l'air d'être de bien meilleure qualité, les costumes, les coiffures et tout. C'est le problème, c'est que l'imaginaire, c'est compliqué, je pense, aux réalisateurs de mettre le chèque sur la table en disant bah maintenant vous me donnez tant, à part si tu adaptes Tolkien, et si tu adaptes George R.R. Martin maintenant, mais Tolkien là ils se battent, mais le problème ça reste compliqué pour les autres adaptations, donc j'ai beaucoup de croyances dans des meilleures séries.
Ça se voit avec Dune et ce genre de choses, on a des gens qui, je pense, vont mettre plus de chèques sur la table en prenant conscience que ça intéresse les gens. Je crois que Dune a fait un fracas en France, du genre il y a eu 1 million d'entrées la première semaine, c'est énorme. Donc voilà, ça me fait plaisir, notamment de voir ça. Et n'hésitez pas, voilà, le but aussi, de me conseiller des films, des séries, alors soit des adaptations de livres, mais des films, alors il y a plein de films d'imaginaire dont je vous ai pas parlé. Voilà, il y a aussi, je vous en ai pas parlé, je sais qu'on va me le recommander, mais il y a l'Histoire sans fin, mais je pense que l'Histoire sans fin mériterait une vidéo, je pense, un jour sur le sujet. Il y a aussi des séries comme, bien sûr, À la croisée des mondes, où il y a eu 2 adaptations. Il y a eu plein d'adaptations, mais j'avais envie de vous mettre aussi des choses soit on se souvient plus, soit c'est pas forcément ce qui revient quand on parle d'adaptation cinématographique. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.